Bonsoir, bonsoir à vous, oh vous, dont l'addiction et la lecture. Merci d'être avec nous, merci de nous laisser entrer chez vous. L'équipe d'Expression Livre vous en remercie doublement, triplement. Ce soir, notre invité, Ali Kader. Ali Kader, bonsoir. Bonsoir, monsieur Youssef Seah. Ça va? Bah oui, bonsoir, chers amis téléspectateurs. Bah, écoutez, vous êtes un habitué du plateau d'Expression Livre. Bah oui, je suis content de me retrouver ici, sur votre plateau, et je suis content aussi d'être avec nos amis téléspectateurs pour ce soir. Parfait, nous allons parler ce soir d'un ouvrage paru en 2015 aux éditions Enag. Ouais. Meurs, demain, ça ira mieux. Bah oui. Titre Toute une... prometteur. Bah, tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, d'ailleurs, pourquoi ce titre? Bah, si vous voulez en dire un mot... On peut commencer avec ça. Bah, il faut lire le livre pour comprendre de pourquoi. Voilà, exactement. Alors, j'invite évidemment... C'est clair d'abord pour... de prime abord, quand on va dans une librairie, la première des choses qui frappe donc, le lecteur, c'est le livre, comme on dit. Donc, c'est le titre, les photos, donc la couverture, la quatrième page de couverture. Et puis, on dit souvent aussi que... Bon, c'est pas vérifié, hein. Ouais. Si un livre est bon, il faut aller à la page 99. Je ne sais pas. C'est ce qu'on dit, hein. Alors ça, c'est la première fois que j'entends ça. Ah bah si, moi je l'ai entendu. Si c'est un livre non, c'est pas vérifié. Qui fait 65 pages, comment on fait? Il faut essayer de deviner la suite. Pourtant, il y a des petits... imaginons un conte qui fait 50 pages. Donc, je dis, des fois, on sacrifie donc, la forme au fond. Oui. Et puis, je me suis dit que ce serait une bonne chose de faire un titre de cette façon. Très et bien. Puis, si vous avez bien remarqué, c'est meurs, virgule, demain, ça ira. Oui. La virgule est importante. La ponctuation est importante dans toute l'écriture, la ponctuation. La ponctuation. Ponctue de moins en moins bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, tout à fait, tout à fait. On ne fait pas la différence entre un point-virgule et un point. Non, pas uniquement ça. Il y a les accents, il y a les chapeaux, il y a les points, il y a plein de choses qui sont en train de disparaître. Vous savez que ça fait Il paraît longtemps que même l'Académie française commence à revoir tout ça aussi. Vous savez que ça fait longtemps que je n'ai pas lu un roman avec des points d'exclamation. C'est bizarre. Ça, c'est important. Et comment? Alors, on va quand même rappeler quelques-uns de vos titres. Le vieux fusil. Oui. N'est-ce pas? 2010 déjà, 2010. On a fait une émission ensemble. Oui, tout à fait. Ouais. La déchirure. Oui. Les dents de la terre, mer. ouais. De la terre, pardon. Pourquoi je dis la mer? De la mer, c'est un clé. Oui, ça a été porté à l'écran en 74, 75, quelque chose comme ça. Mais la comparaison s'arrête là. Oui, absolument. Feriel. Oui. Magnifique le vieux fusil qui a été traduit en arabe. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et puis, l'avant-dernier, les raisins amers. Oui, mais vous avez oublié aussi les... De quoi donc? Les femmes ne se cachent pas pour pleurer. Puis, juste après. Les femmes ne se cachent pas pour mourir. On a fait une émission ensemble. Pour pleurer. Ah, dites donc, je me trompe avec tous les titres. C'est les oiseaux ne se cachent pas pour mourir. Oui, tout à fait. Ça a été écrit par une femme, une Australienne. Absolument, absolument. Tout à fait. Elle raconte l'histoire d'un prêtre. Maculaire. Voilà. Maculaire. Ça raconte l'histoire d'un prêtre qui est amoureux d'une jeune fille. Tout à fait. Et qui a fait l'objet d'une série télévisée qui a eu un succès monstrueux à travers le monde. Ça a été un best-seller. Absolument. Alors, dans votre roman, Ali Kader, on va rester sur le même lieu pendant quasiment tout le roman, ou en tout cas dans la même région. Pas tous quand même. Les raisins amers. Non, je vous parle de celui-là, moi. Celui-là, oui, c'est celui-là. Alors, attendez, vous voulez qu'on parle de tous vos romans? Là, c'est étonnant. Celui-là, effectivement, c'est l'un des rares romans où j'ai bien situé mes personnages dans des lieux bien précis. Celui-là avec les raisins amers. Franchement, toute région très limitée. Une région bien définie, une situation bien limitée. Non, c'était voulu. C'est la première fois, justement, que je positionne mes héros dans une région définie. D'ailleurs, je vois mal la positionner ailleurs. Alors, vous me dites ça, mais vous ne me dites pas quelle est la région. Quelle région? C'est Maracas. Là, c'est Matra, c'est à Tizi Ouzou. Donc, là, c'est clair. C'est Tizi Ouzou et les environs. Et les environs. Et on sait tout ce qui s'est passé donc de 54 à 62 dans ces régions et dans d'autres régions du pays, bien sûr. Alors justement, là, débordé, parce que s'il y a bien une unité de lieu, le temps, non. Non. Puisque vous allez passer de l'époque, on va commencer déjà,
On va dire de notre époque. Voilà, notre époque. Donc on va commencer... On ne la situe pas très exactement, peu importe. Non, peu importe l'année, 2018, 2017, 2016, c'est pas ça le plus important. 2000, hein. Ça peut être 2025. Hein. Ça peut être 2025, pourquoi pas. Et puis, là c'est fixe, c'est bien clair. Ouais. C'est quand il y a eu les grandes opérations de l'armée coloniale française, que beaucoup de gens que ce soit Jumel, etc. Et il y a une opération, d'ailleurs, dans votre roman, qui s'appelle l'opération en Mirage. On va voir en quoi elle consistait. Et puis un personnage quand même central, Saïd. Oui. Saïd, pas uniquement Saïd. Saïd pour Saïd pour quand même, c'est le fil conducteur. Oui, c'est le fil conducteur. Mais je pense que Saïd, c'est surtout pour l'action au jour d'aujourd'hui. Mais dans le temps, il y a donc trois personnages principaux. Ammar, Belaïd et Ahmed. Et Ahmed, le père de Saïd. Et la femme, qui est Malha. Voilà. Donc les 5, si je peux le dire, donc les 5 personnages principaux, ce sont ceux-là qu'on va retrouver tout au long du livre et qu'on va essayer donc... C'est marrant, ça, vous oubliez un personnage. Mais c'est pas possible, ça. Ah bah oui, là, non, je parle des habitants de Tirit. Là, je ne parle pas de Charles et de Jabot. Non, je ne vous parle ni de du Mouloud capitaine aussi, Charles, ni du lieutenant Jabot. Je vous parle de ce traître vilain. Mouloud, oui. Mouloud et ses sbires. Bon, ben, j'attendais à ce qu'on y arrive pour le placer. Ah, mais si on parle des personnages, il faut bien les situer. Oui, mais je ne voulais pas le placer dès le début. Parce que là, ce n'est pas... je vous taquine un peu, c'est normal. Tout à fait, c'est logique. C'est normal. Alors, le roman commence, on va dire, de nos jours. Comme on dit dans les films, de nos jours. Voilà. Hein, temps actuel. Description d'un village qui a quand même un drôle de nom. Non, pratiquement le village existe. Non, mais attendez, il a un drôle de nom, le village. Oui, et il s'appelle comment? Terril? Tout à fait, Terril Tlafa, voilà. Ça existe, il existe, hein. Terril Tlafa, il existe. Mais les gens, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a peu de gens qui connaissent le nom du village. Le nom complet. Complet, on l'a enlevé. Donc on dit Terrilt. Donc pour être plus précis, je suis sûr que mes amis, les villageois, ils vont se retrouver. En réalité, le village ne s'appelle pas Terrilt. Il s'appelle Icharkaye. Donc il est scindé en deux. Il y a les gens de l'autre côté, les gens bourgnis, c'est-à-dire du plat, là où c'est plat, et puis les gens qui sont de l'autre côté, Terril Tlafa. Donc Terril Tlafa, c'est-à-dire la colline qui est usée. Oui. Il est complètement usé, c'est par les vents, par les neiges, par le... Érodé. Érodé, complètement érodé, sur lesquels sont venus donc s'installer quelques personnes, quelques masures, et puis maintenant, ça devient un gros village, ça devient même un bourg. Je ne sais pas, j'y ai pas été. Ah bah oui, on va vous inviter. Hein. Les villageois seraient intéressés de vous recevoir. Ah, c'est gentil, ça. Bah oui. Alors, et ça commence par une date très importante, c'est significative. Historique, c'est la symbolique, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est un 1er novembre. Donc, comme il y a quelqu'un, le personnage central, qui est Saïd. Vous voyez, hein? Ah bah oui, vous me dites non, c'est pas le personnage central, puis maintenant vous me dites que c'est le personnage central. Il y a plusieurs personnages centraux, si on peut appeler ça comme ça. Ils sont plus centraux alors. Oui. C'est un noyau alors. Plutôt. Donc Saïd qui se retrouve un 1er novembre, il est invité comme d'autres gens, comme Belaïd, Ammar. C'est un fils de martyr. Oui. Il faut le signaler. Voilà, tout à fait. Donc il est invité à la cérémonie de recueillement des shahid, donc le 1er novembre. Donc il vient comme ça, il est engoncé dans son burnous là, avec le temps qui est un peu maussade, il y a de la pluie, il fait un peu froid. Oui, il fait froid. Donc c'est plutôt donc l'hiver qui s'installe. Et comme c'est un village de montagne qui est en face du Djurdjura, donc vous voyez un peu la situation. Donc lui, il vient et qu'est-ce qu'il remarque dans tout cela? Il remarque les gens qui viennent là-bas pour ce 1er novembre. Et ce qui l'a le plus choqué, donc c'est une cérémonie sans, je dis bien sans gens, sans peuple. Donc il y a des officiels qui déboulent, qui arrivent dans de belles limousines, là, de bonnes, bien engoncées, de bonnes gabardines, bien costates, ainsi de suite. Vous voyez un peu qu'est-ce que c'est. Et puis là, lui, il regarde. Qu'est-ce qui se passe? Les gens d'ici, où est-ce qu'ils sont? Ils ne sont pas là. Donc, il s'était dit que là, c'est une cérémonie qui est un peu spéciale aux officiels.
Et là, tout le monde était pressé. Je parle c'est une cérémonie par avant, quoi. Voilà. Franchement. Donc là, tout le monde est pressé de faire vite et de rentrer chez soi. Et puis lui, donc, quand il voit tout ça, il était un peu... il anxiété, l'angoisse et tout ça. Mais là, c'est là où je commence déjà à introduire le sujet. Donc, dès que ces gens-là vont partir, donc ils sont pressés, hein, ils entendent Qassaman et la gerbe de fleurs, comme le temps était mauvais, donc ils sont pressés de partir, ils sont repartis. Oui, en fait, bon, c'est une cérémonie juste pour montrer qu'on fait une cérémonie. Tout à fait. Bon, Voilà, comme malheureusement on le voit un peu trop souvent, où tout d'un coup on repeint les trottoirs. Voilà. Et puis aussi, c'est qu'il y a un truc de marbre en béton avec du marbre comme ça, on vient se recueillir, alors que les sentiments sont ailleurs. Et puis avec un discours qui est bon, qu'on répète, qui est requinqué, qui a été repris, usé, réusé, qui. Alors il y a quand même, lui dont le père est martyr, son père s'appelle Ahmed. Oui, tout à fait. Il y a quand même les deux derniers, je dirais, survivants de la lutte de libération nationale, qui étaient avec son père, qui ont combattu avec son père, et qui sont là. Ils sont présents, bien sûr. On les ramène à chaque cérémonie. Bah oui. Sinon, il n'y a pas de sens. Bah non. Il faut bien qu'ils soient là. Deux anciens moudjahidines, c'est Ammar et Belaïd. Voilà. Ils sont là. Bon, ils se prêtent un peu au jeu. Hein. Bon, oui, c'est logique. Les derniers, il faut bien qu'ils soient là. En fait, Saïd dit, mais franchement, c'est ne pas reconnaître fondamentalement ce que tous ces soit martyrs, soit anciens moudjahid, on peut apporter les armes à la main pour la libération de notre pays. Ça n'a plus aucun sens. C'est devenu une sorte de cérémonie vide, une coquille vide. Tout à fait, bon. Donc et puis il a un discours sur, est-ce que franchement, tous ces gens qui ont combattu, etc., est-ce que ceux qui en profitent aujourd'hui, ce sont ceux qui ont réellement, soit sont morts au champ d'honneur. Il s'est dit, est-ce que tout ça pour ça? Oui. Tout ça pour ça. Ah, il est amer. Voilà, il est aigri et amer. Aigri comme ça, et puis il en veut à tout le monde. Oh oui. Ah là, il en veut à tout le monde. Là, je l'ai dit dans le livre, il en veut à tout le monde. Hein. Il en veut à la France, il en veut au gouvernement, il en veut au ministre, il en veut à lui-même, à ses enfants, à la population, et même aux végétaux et aux anomalies de village. Donc vous voyez un peu qu'est-ce que c'est. Alors, son problème qui le taraude à Saïd depuis des années et des années, c'est que on sait que son père est tombé au champ d'honneur en martyr, tout à fait, mais il ne sait pas très bien dans quelles conditions. Dans quelles conditions et surtout qui? Comment? Ça, on va là. Mais dans quelles conditions, très exactes. Tout à fait. Et secondo, c'est qu'on n'a jamais retrouvé la tombe de son père. Donc lui et le corps de son père. Donc c'est une tombe vide. Tombe vide. Et là, je peux vous dire, j'ai entendu, ça fait pas longtemps, un grand responsable parler de ça. Et ils sont des milliers. Oui. Ils sont des milliers de shahids qui sont tombés au champ d'honneur et dont on n'a jamais, au grand jamais retrouvé les corps. Donc Saïd est dans ce cas. Donc quelque part, c'est une histoire qui est globalement vraie. Je me doutais. Très romancée, très romancée, c'est tout à fait logique. Hein, parce qu'il faudra donc mettre des choses pour que le lecteur s'y retrouve un tout petit peu. Donc lui, ce qui l'intéresse le plus, avant que ces deux personnages, donc ces deux moudjahidines, ne soient rappelés à Dieu, parce que fatalement c'est biologique. Ils sont vieux. Ils sont vieux, ils ont 80 et quelques, 90. Ils sont malades, ils sont malades. En bonne santé. Donc d'un moment à l'autre, ils risquent donc de mourir. Et comme c'était des compagnons d'armes de son père, et aussi c'était des bergers et des paysans qui étaient donc avec son père. C'était des amis d'enfance. Voilà. Donc il voulait, coûte que coûte, les faire parler. Quel était leur secret? Voilà. Parce que ce qui était il y avait un secret. Parce que ce qui était c'est que probablement, là, Saïd, dans votre roman, il a déjà 60 ans et plus. Ah oui, c'est déjà un jeune retraité. Un jeune retraité. J'ai dit que c'est quelqu'un qui travaillait donc à l'Oniam, une usine de Tizi Ouzou. Donc il a eu sa petite retraite anticipée. Mais dans tout cela, c'est surtout sa condition. Ben oui. Bon, c'est vrai qu'il a sa mère, Malha. Qui touche une pension. Une pension. Lui aussi touche une petite pension. Ouais. Mais avec la ribambelle de gamins qui l'ont suivi, ça commence vraiment à chiffrer. Et puis, je l'ai bien dit dans le livre, dans ce petit village, au jour d'aujourd'hui, on peut le vérifier encore, avec le chômage, avec tout ce qu'il y a. Ce qui est important,
il y a beaucoup de gens qui vivent des pensions de moudjahidines et des retraites des émigrés. C'est ça. Or, fatalement, dans peu de temps, la retraite des moudjahidines va partir et des shahid. La retraite des immigrés va aussi partir parce qu'on passe, concernant les immigrés, d'une génération à l'autre. Donc l'immigration, il y a la première génération, puis il y a eu la deuxième, là où il y a eu donc beaucoup de gens qui sont partis travailler en France, en les années 60 et 70. Ça, ce sont ces gens-là qui ramènent cet argent. Mais la troisième génération, c'est fini. C'est fini. C'est ce qu'on appelle les beurs. Ah, c'est terminé. Ah, oui, elle s'installe en Europe, cette génération s'installe en Europe, donc ils n'ont plus intérêt à ramener leur argent. Donc vous voyez un peu... écoutez, ils ont plus de comment on appelle ça, d'accroche avec leur pays. C'est fini. Voilà. Ils ont pris la nationalité du pays où ils sont installés, qu'ils soient en Angleterre ou que ce soit en France ou aux États-Unis. Il y en a beaucoup. Hein. Dans ce village de Tirit, il y a beaucoup de jeunes qui sont installés en France et surtout aux États-unis. Hein. C'est quelque chose qui est nouveau. Et aussi en Angleterre, comme vous le dites. Alors, donc voilà en gros. Alors c'est un village excessivement pauvre, très pauvre. Oui, hein, tout à fait. À part un ou deux non, qui... il était très pauvre. Bon, c'est vrai que maintenant... Non, je ne parle pas de maintenant, je veux dire, je ne parle pas de la réalité. Je parle de votre roman. Non, même dans le roman, il est pauvre, mais pas comme avant. Bon, il était quand même dans une situation... Pas comme au temps de la colonisation. Oui, mais bon, maintenant, quand même... Non, maintenant, là, je vous dis d'ailleurs quelque chose. Là, maintenant, tous les villages, celui-là en d'autres, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a le gaz. Oui. Il y a aussi... Mais quand même, je veux dire que quand vous décrivez le moment où, à un moment donné, parce qu'il y a un fonctionnaire un peu zélé qui ne le connaît pas, etc., pour aller chercher la pension de la maman... de Malha, et il lui dit non, il faut qu'elle vienne, il faut que je la voie, etc. Et tout ça. Bon, mais ça veut dire que ça a quand même son importance. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ça, on ne vivrait pas. Oui, mais ça, ce que je voulais aussi dire, c'est que maintenant, dans ces villages, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a l'eau, pas toujours, l'électricité, il y a le gaz. Il y a aussi des chemins qui arrivent. Mais comme disait, je vais dire son nom, je vais le paraphraser, un ancien ministre de l'Agriculture, M. Rachid Benaïssa, qui disait c'est bien de désenclaver tout ça, mais c'est très bien de faire des routes. Mais il faudra trouver la chose essentielle pour que ces gens-là restent là-bas. Bien sûr. Si maintenant on leur fait la route uniquement pour qu'ils descendent en ville... c'est la déshérence. Voilà, exactement. Donc, vous le racontez bien. Voilà, la plupart des jeunes veulent partir. Ils veulent partir, même pas partir. Bon, il y en a qui veulent partir à l'étranger, mais il y en a qui veulent aller à ce qu'on appelle à la grande ville, puisque la grande ville, c'est Tizi ou Bourny. Bon, alors donc ils se disent... De toute façon, même dans le livre jusqu'à maintenant, donc les gens quand ils se réveillent à 5h, 6h du matin, donc c'est un village de paysans, d'ouvriers. Même de bergers jusqu'à maintenant. De bergers jusqu'à maintenant. Oui. Heureusement d'ailleurs, c'est un noble métier. Donc quand ils se réveillent le matin... Heureusement que c'est un noble métier. Ceux qui ont un travail, ils n'ont qu'une seule idée, c'est qu'à 5h, 6h du matin, c'est de prendre un fourgon pour descendre à Tizi Ouzou. Et c'est quoi comme métier? C'est, je globalise, bien sûr, c'est soit ferrailleur, soit c'est maçon, soit c'est simple ouvrier. Il n'y a pas autre chose. Là-bas, donc il y a, dans ces contrées, donc dans ces villages, il n'y a aucun emploi qui est créé. Sauf les emplois traditionnels, habituels. Oui, il y a l'épicier, l'agriculteur, là, et ainsi de suite. Mais là, ça ne nourrit pas son bonhomme. Et aussi, ce n'est pas les quelques oliviers qui sont là, qui sont centenaires, qui sont d'ailleurs difficiles à gauler, dont les olives sont très très difficiles à ramasser. Donc, ce n'est pas ça qui fait nourrir... Vivre le village. Alors, donc, des errances, le village... Et tout de suite, une fois que vous nous avez décrit le quotidien, parce que vous décrivez le quotidien du village, que le lecteur soit parfaitement bien informé, et que vous nous situez les personnages d'entrée de jeu, c'est-à-dire vous avez Saïd, les enfants et petits-enfants, sa femme Fatma, avec tout sa mère Melha. Tout à fait, On ouvre la porte pour explorer le temps. Alors là, on revient en arrière. C'est-à-dire, on arrive à l'époque coloniale. Et à l'époque coloniale de la lutte de libération nationale, c'est-à-dire du moment les plus durs, là où le colonialisme français a décidé de mettre le paquet. Et même bien avant. Même bien avant. Parce que bien avant, donc, j'ai essayé donc, de décrire la vie de ce village et j'ai aussi essayé de décrire le quotidien de ces trois jeunes
hein, et aussi les us, les coutumes, surtout les mariages, comment ils sont mariés, c'est extrêmement important. À un moment donné, vous décrivez surtout bon, septembre arrive. Ah bah oui. Bon, alors, vous savez, la cueillette est bonne. Hein? Fin août, début septembre, généralement la disette est derrière, il n'y a plus de disette. Les figuiers sont pleins de fruits, les cactus... on a stocké. Oui, on a stocké. Pour l'hiver. Il y a les fêtes, il y a le couscous, il y a le morceau de viande. Il y a plein de choses quand même. Non, attendez, il y a surtout une chose très importante. Ah bah c'est le moment où il y a les demandes en mariage. Ah bah oui, voilà. Non, les demandes en mariage, généralement, c'est avant. Oui, mais enfin, quand je dis les demandes en mariage... C'est le moment, donc, de concrétiser. De concrétiser, de passer à l'action. Voilà. Et là, c'est tout le monde qui se met d'accord, comme à Thierry. Donc, ce sont des gens tous qui se connaissent. Donc, c'est la même famille. Au fond, c'est la même famie. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il faut le raconter quand même. Qu'est-ce qui se passe là? Bah, il se passe donc... Non, pas dans le détail de comment ça se passe, parce que ça, on ne va pas... Mais il y a un élément important dans le roman. Oui. C'est quoi? On a bien 3 amis, Ammar, Belaïd, Ahmed. Puis il y a cette beauté. Voilà, il y a donc Malha, qui était tout à fait au début, qui était donc promise à Blaïd. Donc tout allait si bien, on attendait que l'été pour convoler en juste noces. Et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui s'est passé. Blaïd, quand il va à la Juma, donc du village, avec les copains et tout ça, il entend drôles de bruit. Parce que là, l'information, il y a une rumeur. Une rumeur. On ne vient pas lui dire comme ça, face à face, c'est Blaïd, écoute, maintenant, Malha, c'est fini. Là, il entend que c'est fini maintenant, Malha, c'est pas pour lui, c'est pour quelqu'un d'autre. Écoutez, ou alors il était surpris. Ouais. Au début... Excusez-moi, les cadres, je vous interromps, parce que, ou alors, à un moment donné, il y a 3 ou 10 pages qui se sont collées dans votre roman et je n'ai pas compris, parce que vous ne donnez pas d'explication. Pourquoi Malha, qui était promise depuis toute petite, vraiment, à Belaïd, soit c'est elle, soit c'est ses parents qui vont changer d'avis, soit Ahmed est d'une telle beauté apollonesque, si vous me permettez ce mot, que Malha, non, elle préfère Ahmed à Belaïd. Déjà, j'ai expliqué que déjà... Excusez-moi. Allez-y, buvez, oui. Bien sûr, comme ça vous rafraîchissez la voix. Donc, Malha, au détour d'un sentier comme ça, s'était mise d'accord avec Belaïd, oui. Tout allait bien. Tout allait bien. Et puis, quelques mois plus tard, les choses ont changé. Et qu'est-ce qui a changé? C'est dans le livre, hein, peut-être que vous l'avez mal perçu. C'était uniquement un litige de terrain. Ah oui, non mais ça... Un simple, vous savez, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est à quelques centimètres près. Pour quelques arpents... Non, centimètres. Centimètres. Donc il y a eu un problème entre les deux familles, et c'était pas mis d'accord. Donc des limites entre... Et puis vous savez là-bas, qu'est-ce que c'est que le terrain? Hein, c'est des petites superficies qui sont des fois complètement enclavées, hein, avec du cactus tout autour. Et puis le plus important, elles sont en pente, elles sont très très difficiles à travailler. Donc quelquefois on retrouve des oliviers, et quelquefois on retrouve donc des figuiers. Donc là, à cause d'un litige de terrain, la donne a changé. Et c'est un autre concurrent qui va avoir la chance donc de se marier avec Malha. Oui. Le père de Saïd. Je n'ai pas dit qui, je dis un autre concurrent. Donc c'est Ahmed qui aura donc la chance donc de prendre comme épouse, comme femme, donc la belle Malha, comme vous le dites si bien. Voilà, c'était la plus belle fille du village. Ah bah oui. Convoitée par tout le monde. Bah oui, oui. Tel que vous la décrivez, elle a existé. Hein. Ah ben je sais pas moi. Ah bah oui. Je sais pas, ça c'est vous qui le savez. Oui, hein. Bah oui, heureusement. Bon. Alors, ça c'était la vie pendant la colonisation, mais peut-être un peu avant la lutte de libération nationale, avant que la guerre n'éclate. Et puis bon, la guerre éclate. Là on est dans les années... Déjà bien avant, je raconte comment que les soldats, donc les militaires, comment ils sont venus, comment ils sont venus déjà dans la guerre, là. Oui, là, on est en pleine guerre. Il y a quelqu'un qui débarque de Paris, il vient de l'école de guerre de Paris, il a été envoyé donc là-bas. Et puis, quand il débarque à Alger, il s'est dit, bon, écoute, il n'y a pas de guerre ici, qu'est-ce qui se passe? Et puis, il s'était dit... Oui, non, mais ça, c'est son sentiment. Oui, ça, c'est son sentiment. Non, mais là, on est...
surtout dans cette région-là, Ah oui, oui. hein, particulièrement, pas seulement, mais on est au moment le plus dur. Ah hein. oui, oui, C'est-à-dire, c'est les grandes opérations qui vont tenter de totalement araser les grands foyers de nos maquisards et se dire, bon, on va mettre le paquet. Mettre le paquet sur cette région pour que définitivement on éradique ces félagas. Et là, c'est justement là où j'arrive avec l'officier, donc Charles, donc capitaine, qui est convoqué par son colonel donc à la caserne de Tizi Ouzou et qui le charge donc d'éradiquer donc par tous les moyens. Par tous les moyens. Et puis lui, il faut dire aussi, tout à fait au début, il était venu la fleur au fusil. Hein. Il ne pensait pas que les choses étaient aussi compliquées que ça. Hein. Et puis quand il va monter là-haut, il va s'installer et il va commencer donc à pacifier. C'est le terme pacifier, entre guillemets. Vous savez qu'est-ce que ça a donné, hein? Et là, il a commencé donc à sortir avec ses soldats dans les villages pour commencer le combat. Alors, ce personnage m'intéresse pour deux raisons. Parce que ce capitaine, qui vient de ce qu'on a appelé la métropole, n'est-ce pas? Donc c'est un officier qui a fait l'école de guerre. Tout à fait. Donc pour lui, c'est des stratégies, etc. Mais il ne sait pas ce que ça veut dire que la guérilla. Voilà. Donc, ça, c'est important. Il ne sait pas ce que ça veut dire la guérilla. Donc il débarque. Il est un peu sous le coup de la grosse Perse 54 Dien Bien Phu en Indochine. Donc c'est toute l'armée française qui est marquée par cette défaite où on les a balayés, où les Vietnamiens, les Indochinois les ont balayés comme des... allez, hop, dehors. Mais lui, bon, c'est encore un métropolitain dans sa tête. Lui, hein. il a une autre idée. Il n'a jamais tiré un coup de feu, attention. Il n'a jamais tiré un coup de feu, donc c'est la première fois. Il débarque et puis on lui donne un commandement. Parce que celui qui était là-bas, donc il a failli. Donc il y a eu de grosses pertes là-bas. Donc on était obligé de le remplacer. Et puis là, Charles, il a une autre idée des Indochinois. Bon, les Indochinois, donc, ce sont les soldats, enfin, du moins les commandants qui sont revenus de l'Indochine. Alors, c'est ce qu'on appelle... Il les aime pas du tout. Non, on appelle ça ceux qui ont fait l'Indo. Ça s'appelait comme ça. Hein. Voilà. Les gars, j'ai fait l'Indo. Ce sont des gens qui sont venus d'Indochine et ils voulaient donc faire passer leur échec pour une réussite. Et ils voulaient se refaire donc chez nous. Donc en Kabylie, à Tizi Ouzou. Vengeance. Voilà, la revanche. Fait. Donc ils se sont dit, maintenant, ce qu'on n'a pas fait là-bas, on va le refaire ici. Alors il va tomber sur un lieutenant qui a fait lui, qui est un ancien de l'Indo, donc il se dit, moi, bon, j'ai échoué là-bas, mais ici... Si je ne vais pas échouer. Je ne vais pas échouer, je connais maintenant la musique, je sais que c'est le système de la guérilla ici, et ce n'est pas la guerre classique. C'est le renseignement, c'est la torture, et c'est l'infiltration des villageois. Ça, il a très bien compris. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Bah oui. Et c'est ce qui s'est passé. Bien sûr. Et quand on arrive à la torture, et surtout quand on arrive à... Là, je vais introduire notre ami Mouloud. Hein? Là, il a bien compris que ces villageois, si on ne les infiltre pas de l'intérieur, on n'y arrivera jamais. Oh, mais alors comment? Ah ben justement, comment? Il fallait donc commencer à... donner de l'argent, ravitaillement. C'est surtout le ravitaillement. À l'époque, il y avait donc des bons. Bah oui. Donc, il s'était dit, dans chaque village, je vais prendre 2 ou 3 personnes. Donc, ça va être des têtes de file. Je vais leur donner une certaine autorité. Je vais les armer. Et en même temps, je vais leur donner la facilité de communiquer avec les autres. On leur donne des bons de ravitaillement. Donc, comme les gens avaient faim, la faim, vous savez, la faim... Bon, justifie les moyens. Là, c'est F-I-N, et là, F-I-M. Donc, à la fin, justifie les moyens. Donc, il y a eu Mouloud, Akli et Mohamed. Donc, ceux-là, ça va être des supplétifs. Il faut faire la différence entre supplétif et harki. Oui, c'est pas pareil. C'est des supplétifs. Donc là, Perret avait bien compris. Perret, c'était l'adjoint de Charles. Parce que Charles, après, dans une grande opération, quand il va descendre à Tizi Ouzou, donc il va perdre la vie. Et donc, c'est Perret qui va reprendre donc, le commandement. Et c'est lui qui va donner les stockades de faim. Je ne vais pas y arriver de toute façon. Et là, il a bien compris que sans la torture, sans l'infiltration, sans l'apport de certains villageois, c'est impossible de s'attaquer à ces félagas. Ils sont comme un poisson dans l'eau.
Ils sont là, ils sont dans des maisons. Ils sont Dixit Diap. Oui, tout à fait. Alors, donc, on va commencer par totalement enfermer le village. Hein, Oui. C'est-à-dire que, bon, on ne peut en sortir qu'avec une autorisation spéciale. Tout ça est sous très bonne garde. Et puis, on infiltre donc ces supplétifs, Mouloud en tête. Ils s'en cachent pas, hein. Mouloud, il ne s'en cache pas, au contraire, bien au contraire. Mouloud? Ah oui, mais là, il fanfaronne, voilà, il aime bien, sur la place du village. Il aime bien parader avec un. Non, mais même avec mieux, qu'est-ce qu'il leur dit? Ça, c'est important. Parce qu'il y a, comme dans tout village, hein, il y a le shir, le sage, le vieux. Oui. Hein, c'est celui qu'on écoute, c'est lui qui va tout à fait. trancher Tout à fait. pour les litiges, etc. Bon. Et bien, il va leur dire, c'est fini, le vieux, c'est moi. c'est fini, c'est fini. Ouais. C'est moi, c'est Mouloud, c'est plus le shir. C'est plus votre Mouloud, le justement. chef du village. Ouais, tout à fait, hein, tout à et fait. si vous bronchez, eh ben, c'est facile. Il y a le bastion là. Voilà, hein, tout à fait. C'était un ancien bastion d'ailleurs, turc. Bon, ben, on va venir. Hein. On va y aller. Oui, tout à fait. Alors, soucoupe réglée, le village, plus. Alors, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, on convoque tout le village. Ah oui, là c'est une... Sauf les handicapés et les malades. Ça c'est une vraie habitude. Hein. À chaque fois qu'il y a quelque chose, donc les vieux, les vieilles, les jeunes, les petits-enfants, les bébés, tout le monde arrive au village. Même les chiens et les chiens. Ah oui. Non, il n'y a plus de chiens, on les a abattus. Bah oui, parce qu'ils aboyaient quand ils passaient les patrouilles passaient. Les moujahidines passaient. Et puis les patrouilles françaises aussi. Oui, aussi. Donc le village est totalement... c'est une vraie prison. Oui, c'est un camp concentrationnaire. Ah bah oui, quand il faut se déplacer à Tizi, il faut demander une autorisation à Mouloud. C'est comme ça. Bah oui, c'est lui qui donne les autorisations. Ah oui. Alors, et là, ça c'est intéressant, parce que le capitaine Charles, qui vient de la métropole, qui ne connaît rien à la guérilla, à la guérilla, qui ne connaît rien à l'Algérie, la première fois qu'il débarque, ce qui est intéressant, c'est que très vite, il va devenir ce sordide tueur. Bah oui. Mais c'est terrible parce que ce gars-là, on aurait pu penser, bon, c'est un métropolitain. Au début, bon, c'était quand même un officier de l'armée française, il a, comme on dirait, un peu d'honneur. C'est pas comme l'autre. C'est pas comme l'autre, oui. Qui est franchement une sorte de mercenaire. Ah, oui. Peut-être qu'il faisait partie de la Légion étrangère, voilà, etc. Parce qu'il faut savoir que la guerre d'Indochine, il n'y avait que l'armée de métier. Ah non, mais attention, là, les mercenaires, ils sont bel et bien arrivés là-bas. Hein. Oui. Et ce qui était... Bon, je ne l'ai pas lu dans le livre, mais ça a existé. Bien sûr. Les gens étaient surpris de voir des Noirs. Oui, c'était les tirailleurs sénégalais. Voilà, tout à fait, qui arrivaient, ils étaient surpris. Non, mais c'est... Autant en Indochine, ce n'a été que l'armée de métier, autant malheureusement... pendant ce qu'on appelle la guerre d'Algérie, le gros des troupes, c'était le contingent. C'est-à-dire les appelés. Donc, ce n'était pas seulement les militaires de métier. C'est pour ça, d'ailleurs, que le carteron de généraux en retraite n'ont pas réussi leur coup d'État. Contre De Gaulle. Parce qu'il y avait quand même les appelés du contingent qui n'ont pas suivi ils voulaient monter sur Paris les pas. Ils étaient bien décidés. Alors, village en coupe réglée, Saïd fanfaronne, il fait ce qu'il veut. Ah bah oui. Il fait ce qu'il veut. Il est chez lui, il est armé, donc il a tout ce qu'il faut. Et puis à un moment donné, il se dit, il y a quand même les beautés du village, et particulièrement la belle quand du village. Même matière à penser à les femmes, et puis à Malha. Pourquoi va-t-il vers elle? Tout à fait. Là, je voulais introduire ça, parce qu'une fois, donc, il a ramené tout le village donc, sur la place. Il a mis tout le monde à genoux, et puis il est parti voir Malha. Il avait demandé à ce que tout le monde vienne, sauf elle. Sauf elle. Donc, il est parti la voir. Donc, c'est dans l'idée de la violer. Tout à fait. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il voulait. Malheureusement. Donc, quand il est arrivé là-bas, donc, pour commencer déjà à introduire la chose, il lui disait ton mari, est-ce qu'il ne vient pas? Il lui dit bien sûr qu'il ne vient pas. Puis il a commencé à chercher. Et il a trouvé l'abri dans lequel son mari et les autres moujahidines venaient. Donc Malha et son beau-père l'avaient creusé
sous le métier à tisser. Oui, mais alors là, vous oubliez un épisode quand même. C'est possible, oui. Ah bah oui, parce qu'il faut dire à notre téléspectatrice et téléspectateurs, donc futures lectrices et futurs lecteurs, Oui, bien sûr. ou peut-être qu'ils l'ont déjà lu, Oui. c'est que décision après moult, comment ça s'appelle, où on a ramené chaque fois les gens du village sur la place, où on les insulte, ou en même temps c'est la carotte et le bâton. Oui. Si vous voulez être gentil, on vous donnera du ravitaillement. Si vous voulez faire les méchants, alors là, vous allez voir ce que vous allez voir. On va vous mitrailler, c'est aussi ça. On va vous fusiller, c'est aussi simple que ça. Nos trois amis, Ammar, Ahmed et Belaïd, Ahmed le mari donc de Malha, décident de rejoindre le maquis. Ah oui, voilà, bien sûr. Voilà. C'est parce que Ahmed, il le sait, que Mouloud, qu'il est parti au maquis, qu'il décide de se dire, ah bah dis donc, moi Malha, je vais lui faire du chantage en lui disant, un, j'ai découvert la cache, et deux, je sais que ton mari est là-haut, au maquis, donc, et maintenant tu es obligé, mais qu'à de volonté. Voilà, exactement. Tu vas te plier à ce que je veux. À ce que je veux. Voilà. Et il y arrivera, difficilement il y arrivera. Et malheureusement, après, quand Ahmed et Belaïd Ammar vont donc avoir vent de cette affaire, donc ils vont décider donc de venir au village pour régler le compte à Mouloud et qui en réchappera. Qui en réchappera, parce qu'il en a échappé, parce qu'il y a son fils qui était malade. Oui, par chance. Puis entre-temps, lui, il a décidé de prendre sa famille, il l'a mise à côté du camp militaire, tout simplement. Il est devenu un supplétif. Le matin, il vient donc du camp militaire au village, et puis le soir, il rentre chez lui au camp. Tiens, il savait bien qu'un jour ou l'autre, il allait passer à la casserole. Voilà, il le savait aussi. Le savait, voilà. Alors par contre, l'autre, il est passé. Akli, il y est passé. Lui, il est passé. Alors, cette scène me semble excessivement intéressante. Je ne voudrais pas la déflorer, hein, parce que c'est pour moi l'un des moments les plus forts de votre roman, Ali Kader. C'est parce que il y a eu une embuscade tendue par nos Moudjahed qui a parfaitement bien réussi. Oui, voilà. Le commandement... Il y a eu beaucoup de pertes, effectivement. Beaucoup de pertes, plus d'une quinzaine de soldats français, on leur a pris les armes. Enfin, ça a été une défaite totale. Ouais. Là, le lieutenant est dans une rage folle, l'ancien de l'Indo, il descend au village. Et ben voilà, maintenant, vous allez payer cette histoire-là. Ils vont payer. Je ne vais pas rentrer en détail, mais c'est un moment absolument terrible. Tout à fait. Même parce que ça rappelle exactement... Ah oui, tout à fait. C'est du nazisme à l'état pur. C'est comme quand les nazis... Pire que ça, c'est difficile à faire, de toute façon. Aller dans un village pour ce qu'on appelle faire... vous avez tué un soldat allemand ou un officier allemand... Tout à fait. Donc ils sont descendus au village et ils ont ramené tout le village sur la placette. Et les supplétifs ne s'attendaient pas à ça, parce que les supplétifs aussi, ils n'ont pas donné l'information. Bon, ils n'avaient pas l'information. C'est là où il y a eu plusieurs soldats français qui sont morts. Et quand ils sont arrivés, il y a, comme vous dites, plus Machiavel que ça, c'est difficile à faire. Donc il a demandé aux 3 supplétifs de venir. Et il leur a dit de choisir chacun 5 personnes. Au hasard. Et puis le gars, il lui dit, mon capitaine, quelle personne? Il lui dit, ça, je m'en fous. Ah non, c'est pire que ça. Ce que vous aimez, ce que vous haïssez, tout ce que vous voulez. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un à titre personnel. Allez-y, ramenez-le. Ils disent, mais attendez, c'est pratiquement tous des cousins. Voilà, ils ne s'attendaient pas, donc ils ont choisi 5. Et Mouloud se disait... J'espère que Malha ne va pas être choisi. Et personne n'a choisi Malha. Donc, ils ont choisi 5-5-5. Quand ils les ont choisis, donc les 3 supplétifs ne savaient pas qu'est-ce qu'ils allaient en faire. Il leur dit maintenant, alignez-les contre ce frein. C'est Mouloud, c'est vous qui allez commencer. C'est vous qui allez tirer. Au début, Mouloud, il était un peu surpris. Comment ça, il va tirer? C'est des gens qu'il connaît, c'est des gens ainsi de suite. Depuis l'enfance. Bah oui. Puis après tout, il s'est dit pourquoi pas. Et il a tiré. Oh ben non, quand même, c'était pas aussi simple. Parce que non, c'était pas aussi simple. On va rendre à César ce qui est à César. Parce qu'à un moment donné, le lieutenant lui dit, tu as le choix, ou tu tires,
tu les massacres, Voilà. ces 5-là. Ou alors, de toute façon, il y a mes soldats qui sont derrière, ils te trouvent la paillasse. Voilà. Donc Alors, là, il n'y a bon, plus, plus à dire. t'as pas le Donc choix. il a tiré sur le premier et il a trouvé la chose facile. Lui qui n'avait jamais tiré sur quelqu'un. Ouais, mais c'est l'engrenage. Voilà. Et puis le deuxième, eh ben, c'est facile. Bah, ça y est, Eh ben, après. les 5 sont passés. Quand le deuxième arrive, je crois que c'est Akli, lui, donc, il vient avec son fusil, on lui donne le fusil, donc il va tirer. Et qu'est-ce qui se passe? S'évanouit. Il s'évanouit. Et le capitaine vient, il lui tire une balle dans la tête. Le troisième, c'était, je dirais, entre les plus, c'est le plus courageux. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses jambes à son cou et il s'enfuit. Et là, on l'abat. On l'abat. Voilà. Comme un chien. Voilà, comme un Vraiment. chien. Et là, donc, là, c'est une scène extrêmement difficile à vivre. Ouais, mais parce que ce qui est Puis, terrible, en finale. Puis à la fin, j'ai dit que le village n'a pas pleuré. Non, il a non, non, serré non, les non. dents. Mais il y a un moment glacial. Ça y est, ouais. Plus personne ne bouge. Tout le monde est Et tétanisé. le capitaine, il leur a dit de laisser les cadavres ici, jusqu'au lendemain, pour que Pourrissent. qu'ils pourrissent sur la place publique. Et demain, vous allez venir les enterrer. Alors, mais regardez le machiavélisme jusqu'où il va, puisque il va jusqu'à leur dire, bon, puisque les deux autres, l'un qui s'est évanoui que j'ai abattu, et l'autre qui s'est enfui et que j'ai abattu, parce que c'est lui-même qui l'abat à la mitrailleuse. Il a... Il dit, bah, puisque ceux-là ont payé, eh ben, on va faire une chose, je vais être magnanime. Bah oui. Les 10 autres qui ont été choisis, Allez, eh ben, je vous les laisse. je vous les laisse. C'est horrible. C'est-à-dire, regardez le sens machiavélique terrible, qu'avait c'est terrible. cet officier français pour dire, après tout, vous voyez que je suis capable de pardon Voilà, et de tout à fait. clémence. Voilà, de clémence. Voilà. Incroyable. Allez, ceux-là, je vous les laisse. Je vous les Ouais, laisse. effectivement. Allez, ouais. gratuit. Gratuit, C'est- comme c'est- ça, ouais. Pop. Malheureusement, il y a pire que ça. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai raconté dans le livre. Malheureusement, ce que les gens ont vu, ce qu'ils ont vécu, c'est peut-être 100 fois, 200 fois plus que ça. Ah, c'est sûr. Alors, ce qui est... Alors, dans votre roman, Al-Kader, effectivement, puisqu'on entre dans votre roman dans, disons, la période actuelle, hein, Oui. on pouvait penser que vous alliez donner beaucoup plus la part belle, si je puis me permettre cette expression, à la période actuelle. En fin de compte, très vite, on se rend compte que c'est surtout le village, pendant la guerre, qui va prendre de plus en plus d'importance dans votre roman, et que la part, je dirais, contemporaine... Hein, c'est surtout la quête de vérité dans la situation actuelle. Donc, déjà, je décrivais tout à fait au début, contre Saïd, il va ramener les deux anciens combattants, il va les ramener au village, et à partir de là, j'essayais de raconter l'histoire de ces trois personnages, et surtout l'histoire de Saïd qui revenait à chaque fois voir, ou bien Dabraïd, ou bien Damar, il les voit pour qu'il puisse les tarabuster, pour qu'il puisse lui dire la vérité. Donc il y a eu donc le premier, c'est Damar. Donc lui, il n'a pas pu dire la vérité, il est mort, malheureusement. Et puis il reste Dabraïd. Non, c'est Belaïd qui décède. Non. Ah si. Oui, tout à fait. Vous me faites écouter avec autant de livres. Oui, c'est tout à fait vrai. Je vous pardonne, il a été écrit en 2015. Oui, tout à fait. Non, il n'a pas été écrit en 2015, il a été édité en 2015. Donc je suppose que vous l'avez écrit peut-être en 2013 ou 2014. Voilà. Donc c'est surtout ça qui est le plus important. Ouais. Et là, maintenant, avec ce dernier combattant, il faut qu'il sache ce qui s'est passé. Ah, écoutez, il est mourant. Voilà. Il dit... il lui dit, mais écoute, tu veux... À chaque fois, ils disent... Dis-moi. À chaque fois, ils disent, les deux personnes avant que celle-là ne meure, donc ils disent, ton père, c'est un homme magnifique, c'est un excellent combattant, il est tombé, on ne sait pas comment, voilà, et tout, une opération, mais personne ne voulait lui raconter cette opération. Le détail de l'opération. Ce n'est qu'à la fin... Oh, et encore, c'est pas clair. Et encore, c'est pas clair. C'est voulu, là. Hein.
Bien sûr. C'est voulu. Donc je pense que le lecteur, il va essayer de penser lui-même. On ne dit rien. Hein, on ne dit rien. Ouais, est-ce que effectivement, Dahmar, qui connaît la vérité, bien évidemment, on le comprend bien. Tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît. Il lui dit, mais enfin bon, tout le monde sait. Hein, mais maintenant, mais il y a une très belle phrase. Hein, qui termine pratiquement votre roman et que j'ai bien gardé non seulement en mémoire et que je note pratiquement c'est les dernières lignes de votre roman. Il dit, Dahmar dit à Saïd, on ne peut reprendre par les larmes ce que l'on a perdu par les armes. Ça y est. Voilà, alors écoute, oublie le passé, essaye de vivre parce que maintenant c'est fini. Tu ne vas pas jusqu'à la fin de ta vie te ronger par cela. Et puis il y a une phrase qui est extrêmement importante d'Dahmar qui dit que ce n'est pas la faute aux hommes, c'est la faute à la guerre. La guerre, bien sûr. Faute à la guerre. Bien sûr. On ne va pas maintenant en 2018, 2017 ou bien 2019 commencer à dire flan ou fultan. C'était la faute à la guerre. Donc ton père est mort. C'était donc une bataille. Inutile de chercher qui a tiré cette balle. Confusion. Confusion totale. Bombardement. Comment il s'appelle? Pilonnage. Ah oui, oui. Là c'est une bataille. Là, c'est une bataille qui a existé. Hein. Là, c'est une bataille qui a existé. Et l'opération s'appelait réellement Opération Mirage? Non, vous pas avez du pris tout. Là, je l'ai inventé. Non, c'est très bien. Donc là, c'est une bataille qui a existé. Donc il y a eu le bombardement. Il y a eu les napalms, il y a eu le pillonnage, le mortier, obus, et puis mortier. Après il y a les troupes françaises qui rentraient dedans. Qui montent à l'assaut. Voilà, qui montaient à l'assaut. Et puis ce qui a sauvé donc ce groupe, ce qui les a sauvés, c'est qu'ils étaient un peu enterrés. Et puis quand la forêt a brûlé, il y a eu donc des cendres qui sont entassées dessus. Voilà. Et ça c'est une réalité, c'est une histoire vraie de quelqu'un que je salue, qui est décédé, ça ne fait pas longtemps, je ne vais pas dire son nom, et qui a vécu cela. Donc, si les soldats étaient juste arrivés là-bas, qu'est-ce qui se serait passé? En mettant les pieds, ils vont tomber dans la fosse. Donc, eux, ils étaient dans la fosse, donc c'était un peu les cendres qui avaient recouvert ces gens-là, c'est ce qui les a sauvés. Il y a une scène terrible, parce qu'à un moment donné, ils sont donc enterrés pratiquement sous les cendres, les bois carbonisés, hein, et puis ils entendent, ils entendent les soldats français passer, et puis il y en a un qui se balade avec un lance-flamme, et puis son compagnon notre soldat lui dit « Non, mais ne va pas par là, tu vois bien que tout est cramé. » Ça y est, y a plus rien, donc tu penses bien que tu vois bien que les arbustes sont cramés, etc. Ils ne peuvent pas être là. C'est un peu ça qui les a un peu sauvés. Il les a sauvés. Et puis, une fois que l'opération est terminée, donc, on essaie de trouver une porte de sortie, une issue. Les survivants restent. Ils sont toujours enferrés, mais il faut trouver une issue. Et ils ont trouvé donc une rivière et ils ont essayé donc de s'en sortir par le biais de cette rivière. Malheureusement donc il y a eu un feu très nourri, hein, et puis il y avait donc Ahmed, c'était donc Ahmed, donc lui c'était le gars le plus courageux, il s'est levé, donc il voulait donc aller ouvrir un peu le terrain, et c'est là où quelqu'un donc a tiré une balle, une seule balle, c'est ça qui est incroyable. Voilà. Donc la question, c'était ça. Balle ami ou ennemi? On ne sait pas. Malha ou pas malha? Est-ce que... Voilà Belaïd ou pas Belaïd? Voilà, bon. Mais il lui dit, Dahmar, à la fin mourant, il lui dit, peut-être que tu es en train de penser à quelqu'un, mais peut-être que ce n'est pas lui. Peut-être, voilà. Donc dans le doute, laisser un point d'interrogation. Dans le doute, s'abstenir. Voilà. Et c'est extrêmement important. Le message qu'il voulait lui faire passer, c'est la faute à la guerre. Voilà. Et donc, pendant la guerre, tout est possible. On peut recevoir. Puis, il lui dit, bon, tu sais, il faisait noir, il y avait de la cendre partout, on ne voyait rien, de la fumée, ça tiraillait partout,
tu sais, la confusion... Elle est totale. Vous savez, si je prends une seule grande bataille de la Seconde Guerre mondiale, hein, par exemple, hein, n'importe laquelle, que ce soit la bataille des Ardennes, ou que ce soit la bataille de Stalingrad, ou celle d'Okinawa, ou je ne sais pas quoi, bon, on n'aime pas trop dire ça, parce que ça fait pas... Mais bon, dans les états-majors, ils ont le listing que malheureusement... Malheureusement, il y a des soldats qui sont tombés parce que c'est un coup de feu qui est parti, c'est une confusion totale. Mais là, pourquoi il y a un seul coup de feu? C'était ça. Et puis, la question que ça a posée, mais après, pourquoi on ne l'a pas ramené? Où est-il passé? Où est le corps? Où est le corps? Et c'est ça le... Et malheureusement, il y a des milliers de... Mais Armand lui dit, tu sais, d'autres aussi, on n'a pas retrouvé leur corps. Et puis malheureusement, on ne pouvait pas les emporter. C'était impossible. C'était pas possible. Bah oui. Ou il se sauvait, ou il mourait avec lui. Donc là, c'était... Et puis là, je reviens un tout petit peu en arrière, hein, rapidement, si vous permettez, parce qu'on arrive au terme de l'émission. C'est quand tout à fait au début du livre, quand on parlait donc de la stèle. Et là, la chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que Saïd est parti se recueillir devant la tombe de son père. Oui, qui est vide. Qui est vide. Bien sûr. Il n'y a rien. C'est vrai, il y a une épitaphe. Une tombe commémorative. Voilà, commémorative, il n'y a rien dedans. Donc, ce qui l'intéresse, lui et sa famille, c'est de faire son deuil. Voilà. Une bonne fois pour toutes, il va connaître l'histoire de son père, il saura comment il est décédé, où il est décédé, et puis il va tirer un trait. Comme ça, il saura que son père, les conditions dans lesquelles est mort son père. Ali Kader, merci mille fois d'être venu sur le plateau d'Expression Livre. Je rappelle le titre de votre roman. Comme le temps passe trop vite avec vous. C'est gentil. Ah oui. Ah oui. Meurt demain, ça ira mieux, paru aux éditions Enag. Voilà, j'espère vous... Il y a pour l'été prochain, j'espère qu'il va y avoir peut-être 2 livres. Donc il est déjà terminé. Oui, c'est Destin croisé. Bon, c'est-à-dire vous voulez me faire encore travailler quoi, avec vous? Ah bah oui, il faut bien, non? Bah bien sûr. Donc là, je raconte l'histoire des mariages blancs. C'est extrêmement important. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire un livre en kabylant tamazight. C'est une excellente je pense qu'il sera prêt pour la rentrée littéraire. Littéraire et pour peut-être le prochain salon international du livre d'Alger qui va se tenir fin octobre, début novembre. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ali Kader, meurt demain, ça ira mieux, édition Enag. Et puis, vous pouvez retrouver cette émission, comme on dit, je ne sais pas si c'est pour la télévision, on dit podcasté, je ne sais pas. Hein. En tout cas, vous pouvez la revoir en allant directement sur le site, enfin de Canal Algérie ou de la télévision algérienne, même je crois en tapant tout simplement Expression Livre, et donc vous pouvez la revoir, l'enregistrer, c'est-à-dire la télécharger, et puis la partager avec vos proches ou des amis. Voilà. Merci mille fois encore, Ali Kader. Je salue nos amis téléspectateurs. Donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine littéraire sur votre chaîne préférée, Canal Algérie, donc Expression Livre. Allez, bonsoir à vous, bonsoir chez vous. Est-ce que je vais dire encore une fois, il paraît que c'est lassant. Hein, à la semaine prochaine, même heure, même jour, même punition. Tant pis pour vous. Allez, excellente soirée sur Canal Algérie. Merci de nous avoir suivis.